Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission Rencontre que nous réalisons encore en mode confiné vu les circonstances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme que je vais appeler Aurélie, mais que vous connaissez peut-être sous son nom d'artiste, sous son pseudo de Purple Seven. Alors, bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, ma première question Aurélie, pourquoi le choix d'un pseudo, ton choix d'écriture? Ouais, c'est pas la première fois qu'on me pose la question. J'imagine. Oui. En fait, je pense que pour moi, l'écriture est un peu je sais pas, un pan de ma vie à part, quelque chose comme ça qui est du hobby, mais aussi de la passion que je fais vraiment depuis toute petite. Et donc, il y avait l'envie que ça reste comme personnel, comme dans une bulle, et d'avoir un nom particulier pour la pratiquer. Et donc voilà, donc l'idée d'écrire sous un pseudo me parlait et je me suis lancée dans un pseudo anglais qui a une signification un peu intime pour moi, mais que je n'ai jamais partagée et qui est de Purple Seven, effectivement. Et dans ce premier roman, donc, que je vais montrer, et qui s'intitule Le berger ivre, je ne sais pas si on voit, Oui. le berger ivre, mais on mettra la photo. Alors, dis-nous, Aurélie, euh, comment est née l'idée de ce roman? On va faire un petit pitch, mais l'origine de ce roman. Hmm. Alors en fait, donc l'idée m'est venue quand j'avais 16 ans, donc c'est assez tôt. Et j'étais en vacances en France, si je me souviens bien, et j'avais à l'époque toujours un cahier sur moi où j'écrivais de façon manuscrite. Et en fait, j'ai un peu eu, je ne sais pas, comme un flash avec cette idée donc de deux personnages principaux dont on va à mon avis un peu parler. Et c'est vraiment resté avec moi, et donc je l'ai écrit petit bout par petit bout. Et pour tout dire, je l'ai écrit d'abord essentiellement manuscritement dans différents cahiers et en fait sur plusieurs années, quoi. Donc c'est vraiment comme ces idées qui ne veulent pas nous quitter, je dirais. Donc, cette histoire, elle a mûri pendant longtemps. Oui, mais c'était pas vraiment, ça ne donnait pas tellement l'impression qu'elle mûrissait, pour être honnête. C'était comme s'il était à l'intérieur de moi et que chaque fois que je reprenais un peu du temps, je relisais les dernières phrases et puis je continuais à écrire de cet endroit-là, quoi. Mhm. C'était c'était une chouette sensation. Oui, je vois. Et on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Donc, je commence le petit pitch que tu vas continuer. Donc, c'est l'histoire d'Olivier, un jeune prêtre, qui semble avoir trouvé un équilibre dans sa vie, réglé comme du papier à musique. Alors, dans cette vie réglée, euh, il va y avoir un événement qui va bouleverser complètement sa vie de prêtre régulière et qui va devenir une addiction. C'est quoi cette addiction qui va bouleverser Olivier? Oui, ben donc peut-être il faut dire aussi qu'Olivier est prêtre et qu'il Oui. est quelqu'un avec beaucoup d'anxiété et de phobie sociale, hein. Et que du coup, effectivement, régler comme du papier à la musique, ça me parle vraiment. Et tout commence quand il se met à recevoir des lettres anonymes, alors qu'on est dans un petit village qui pense connaître tout le monde. Des lettres anonymes commencent à arriver et arrivent de plus en plus vite. Et ces lettres décrivent une histoire d'amour, vraiment le moment où on tombe amoureux et un ensemble de premières fois, finalement, de premiers regards, de premiers baisers, de premières fois sensuelles aussi, entre deux jeunes adolescents. Et donc, c'est vraiment ces lettres anonymes et cette vie par procuration à travers ces lettres euh, qui va faire tomber, ou en tout cas déséquilibrer Olivier. Euh, Tous les jours de sa vie semblent être vraiment braqués sur ces lettres qui deviennent quotidiennes ou qui s'espacent parfois et qui semblent de plus en plus laisser un vide dans sa vie lorsqu'il n'a pas de lettres. Oui, moi j'avoue qu'en l'écrivant, j'ai un peu le ressenti que c'était quelqu'un qui était un peu creux de base, c'est-à-dire que il a une foi réelle et profonde en Dieu, il a quand même une vocation de prêtre, il a quelques amis, quelques interactions, mais il a finalement une vie très réduite parce que ses zones de confort sont très réduites et avec quelque part un manque pour son esprit très puissant, un manque de personnes peut-être avec qui philosopher, un manque d'amour ou de ressenti au sens large. Et donc, effectivement, les lettres prennent une place très importante, mais pour moi, elles soulignent un vide ou, entre guillemets, un creux qui était déjà là chez lui. Tout à fait, oui. J'ai relevé au niveau du style, Aurélie, euh, il y a un côté poétique très agréable dans ton écriture. Notamment, j'ai relevé cette phrase qui m'avait séduite à propos des mots. Il dit, on ne dit pas les mots,
pour leur sens, mais pour leur son et le goût qu'elles ont dans la bouche. C'est très poétique. Oui, c'est vrai. Ou encore, Aurélie, encore une phrase qui m'a touchée. Lorsque quotidiennement il rend visite à un seul ami, puisqu'il n'a pratiquement qu'un ami dans ce village où il converse, où il joue régulièrement avec lui. Et lorsque cet ami lui parle de son amour de jeunesse, il dit « Les lèvres d'Anne-Marie, quand je les ai goûtées pour la première fois, c'était comme picorer des fraises au sucre en mieux. » Oui, c'est un roman un peu inclassable. Enfin, en tout cas, moi, je suis l'auteur et j'ai parfois du mal à le décrire. Je pense que déjà, le sujet est, comment dire, le sujet est déjà un peu atypique puisque le personnage principal est un prêtre, puisque l'autre personnage principal, l'auteur des lettres, on ne sait pas trop si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est une blague, si c'est une confession, etc. Donc c'est quand même déjà complexe. Et effectivement, on m'a plusieurs fois dit que c'était un roman qui est un peu comme un voyage introspectif, qui avait un côté presque philosophique, ou en tout cas un peu de rencontre indirecte avec soi-même. Et c'est vrai que c'est une description qui me parle et je me suis permise de la réutiliser depuis. Mais c'est effectivement assez difficile à décrire. Je dirais que pour moi, c'est un peu le roman qu'on peut prendre avec soi en week-end, qu'on peut prendre avec soi en randonnée, avec lequel on peut peut-être se poser au coin du feu et qui invite à quelque chose d'un peu méditatif finalement. Tout à fait. Et tu viens d'utiliser un terme quand tu dis il y a pas mal de réflexions philosophiques aussi dans ce livre, tout en restant léger quand même et accessible, bien sûr. À propos du bonheur, Olivier, qui est quand même jeune, il a quand même une vision plutôt pessimiste lorsqu'il dit « Est-ce qu'il existe seulement un vrai heureux pour toujours ?» Et à propos de l'amour, il dit aussi « Ça me fascine, je trouve cela merveilleux, mais tellement effrayant comme grimper pour mieux tomber. » Donc il est quand même assez pessimiste. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Je pense que le premier mot qui me serait venu à l'esprit, c'est peut-être pas pessimiste, mais c'est bien peureux, voire Heureux. effrayé en permanence. J'ai l'impression qu'Olivier, en tout cas dans ma conception, c'est vraiment un personnage qui est marqué par la peur, qui est marqué par une timidité maladive, qui est marqué, et je pense que le lecteur le verra au fil des pages, mais par des expériences de vie compliquées, notamment dans l'enfance. Et du coup, il est juste terrorisé finalement. Il est juste pris par toutes ses angoisses, par toutes ses limites, par l'impression que ce qu'on donne, finalement, à un moment, c'est repris. Et je crois que chacun et chacune peut un peu se reconnaître en lui. À mon avis, j'espère pas aussi fort, mais finalement, cette angoisse, cette impression d'impermanence, qui pour moi, alors là, à titre plus personnel, est réelle et est reprise dans différentes philosophies, notamment le bouddhisme, par exemple. Je crois qu'on peut tous le ressentir, et même j'ai envie de dire, peut-être qu'on peut le ressentir spécialement pour le moment. Absolument, pour le moment, comme vous dites. De temps en temps, il y a un petit flashback sur son enfance et on a l'impression que ces problèmes, enfin, comme pas mal de gens, viennent de l'enfance et de la relation difficile qu'il a eue avec son père. Non? Je me trompe? Oui, ça c'est une bonne question que je n'ai pas voulu trancher dans le livre, en tout cas dans cet opus. Et effectivement, je dirais que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est l'œuf et qu'est-ce qui est la poule. C'est-à-dire que dans ma perception, Olivier, il a une personnalité particulière. C'est quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un, peut-être pourrait-on dire, de très poète, voire une personne à haut potentiel. Ça dépend un peu comment le lecteur ressent les choses. Et donc, de cette personnalité-là, ça a amené une relation difficile avec son père. Et en même temps, la relation difficile avec son père l'a fait se renfermer dans ses peurs et dans ses caractéristiques de sa personnalité. Donc finalement, on est dans quelque chose, une roue qui finit par tourner toute seule. Et je n'ai pas voulu prendre position sur qu'est-ce qui a amené ça. Est-ce que c'est la relation qui crée la personnalité ou la personnalité qui crée la relation? C'est un peu le débat nature versus culture ou nature versus éducation. Pour moi, c'est vraiment des dynamiques interdépendantes, je dirais. Dans cette vie réglée que vous décrivez, on a l'impression d'avoir des automatismes un peu comme un autiste. Est-ce que vous diriez que Olivier est un peu autiste?
Alors ça c'est vraiment une question qui m'intéresse. Je remercie de l'avoir posée. Moi, quand je pense à Olivier, j'y pensais plutôt comme quelqu'un qui était à la fois pétri de phobie sociale et j'avais envie de dire un peu agoraphobe, et à la fois quelqu'un d'hypersensible ou à haut potentiel. Donc ça, c'est plutôt les mots que moi j'aurais mis derrière. Mhm. Cela dit, de nouveau, je pense que dans les études récentes, on montre que parfois la limite entre la grande sensibilité, le haut potentiel et puis des tendances autistiques sont proches. Et donc, effectivement, je comprends qu'on puisse mettre ce mot-là. On peut mettre ce mot-là. Mm. Enfin, il y avait quelques détails sur sa phobie de l'heure, de la routine, les choses qu'on fait au même moment, quotidiennement, me faisaient penser à ce type de perception psychologique, quoi. C'est vrai, oui, un peu comme des tocs. C'est vrai que Oui. ces rituels sont conçus pour montrer son besoin de protection, hein, et vraiment sa peur. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit à propos, naturellement, il est prêtre et bon, on suppose qu'il a la foi. Or, dans ses réflexions sur l'amour, la vie, le mariage, euh, il semble ne pas y avoir d'espoir dans ce qu'il dit. Hmm. Difficile à dire cela. Moi, je ne le ressens J'avais pas comme relevé un petit passage. Attends, je vais retrouver la page. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, on ne sort jamais du cercle de l'espoir. On le change juste de place. L'espoir qui aux origines portait peut-être sur un, un amour, un après-midi dans un parc, du premier jour au dernier jour, on n'en sort jamais. On dirait qu'il voudrait avoir de l'espoir, mais que cet espoir le fuit. est compliqué. Ou alors qu'il en a peur parce qu'il a l'impression qu'après, il serait prisonnier de ses propres attentes. Ah Moi, oui, je peut-être. dirais, si je devais peut-être résumer ça, je dirais que je crois qu'il a de l'espoir pour les autres parce qu'il a Mhm, un enthousiasme pour des enfants qui jouent, pour un couple qu'il est dans une préparation au mariage, etc. mhm, Tant plein de petites anecdotes. Mais je pense qu'il manque vraiment d'espoir pour lui. pour Et que lui. même, si je peux dire ça comme ça, il a peur de l'espoir. Il a peur d'aller trop bien, il a peur En fait de c'est la peur qui l'anime tout le temps. Oui. Hein, et qui l'empêche peut-être d'avancer. Bien que, sans dévoiler la fin, Aurélie, euh, on reste sur un point d'interrogation, sur une décision qu'il va prendre, et on reste peut-être aussi sur sa fin. I am. Oui, effectivement. En fait, c'est un roman un peu étrange parce que j'ai voulu une fin ouverte et à la base, je ne pensais pas faire de suite, même si moi, dans ma tête, j'avais une idée de ce qui se passait après. Et puis, Mhm. c'est une de mes deux meilleures amies qui m'a dit, en vrai, juste par curiosité, est-ce que pour toi, il y a une suite? Je dis, ah bah oui. Elle m'a dit, ah bah, ce serait peut-être intéressant. Et c'était en soirée, et quand elle est partie ce soir-là, j'ai vite écrit les éléments pour moi de la suite. Et effectivement, du coup, ça m'a encouragée et j'ai fini par écrire un deuxième livre qui est une suite et qui en même temps peut être lu indépendamment. Et donc, c'est un peu particulier. C'est un livre qui s'appelle L'impasse du printemps. Et j'aime beaucoup le titre. Je trouve qu'il exprime bien l'essence du livre. Je n'en dis pas plus parce que c'est en lien avec sa fin. Et donc, ce livre-là, il est sorti en novembre de cette année-ci. Et on peut le lire indépendamment, mais effectivement, c'est une suite puisque ça reprend les deux personnages principaux, dont Olivier. Oui, donc le personnage principal de ce deuxième roman, L'impasse du printemps, c'est toujours Olivier. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Et on peut lire L'impasse du printemps sans spécialement avoir lu Le berger ivre. Oui, je vais faire une comparaison un peu paradoxale, mais ça me fait un peu penser au film X-Men. Bon, après, le contenu n'a rien à voir, mais le fait est qu'on peut en prendre un et puis repasser au film sur les origines, par exemple. C'est un petit peu ça. On pourrait commencer par le tome 2, entre guillemets, Mhm. l'impasse du printemps, et puis se dire, mais en fait, comment est-ce qu'il est arrivé là? Et aller lire ses origines. Ah, voilà. OK. Eh bien, je voudrais bien vraiment conseiller ce livre, Aurélie. Je le montre encore une fois, Le berger ivre. On le mettra au montage sur l'émission. Le berger ivre de
Purple Seven, on dirait comme ça. D'accord. Et je me réjouis de lire le deuxième roman. On se reverra peut-être, Aurélie, pour pouvoir parler de ce deuxième roman. En attendant, je conseille à nos lecteurs, nos auditeurs, nos spectateurs de lire ce premier roman, Le berger ivre. Je le conseille vivement. Merci beaucoup. Voilà. Merci Aurélie. À bientôt. Merci.